troisième valeur fondatrice de la République, c'est la fraternité, frater, frère. Alors la fraternité, lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Alors moi je remarque le renvoi à l'idée de solidarité, mais surtout l'utilisation du conditionnel devrait, car bien sûr cela ne va pas de soi entre frères, même de la famille humaine. Il faut donc étendre. La fraternité, c'est un sentiment qui dépasse l'ego, qui rassemble plusieurs moi pour faire un nous. Et une autre valeur transparaît dans ce sentiment, c'est celui du respect. En effet, un des fondements de la fraternité, c'est le respect de la personne humaine, son moi. Il s'agit donc d'un ensemble de personnes assemblées, de volontés personnelles combinées en un mouvement où chaque personne peut vivre la valeur de la fraternité par l'exercice d'obligations morales envers autrui. Il se manifeste donc sous forme d'un ordre politique dans la cité. Et cet ordre dépasse et transcende les destinées individuelles de ceux qui la composent. Alors, qu'est-ce qu'une solidarité numérique? Pourquoi et surtout comment le numérique, et en particulier l'usage d'Internet, peut-il contribuer à développer cette fraternité ou à l'inverse nous en détacher ou l'interdire? C'est le thème de cet atelier. La peur que fait naître ces nouveaux usages contribue pour certains à affirmer que le numérique isole, dépersonnalise et conduirait ainsi à une désocialisation. Mais la peur ne s'alimente-t-elle pas souvent de l'ignorance vis-à-vis d'objets inconnus et non maîtrisés? Les enquêtes montrent que 3/4 des jeunes à partir de 11 ans, et donc avant 13 ans, Facebook c'est 13 ans, sont et utilisent les réseaux sociaux, avec pour objectif essentiel d'être en lien, mais pas de communiquer. La pratique de ces nouveaux usages est-elle génératrice d'une nouvelle solidarité que l'on pourrait qualifier de numérique? 3 intervenants. Jennifer Elbaz, tu es responsable France du site BrainTop. Dis-nous un peu plus sur toi et surtout ton activité. Bien évidemment, qu'est-ce que BrainTop? Bonjour, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. BrainPop, en fait, c'est un site internet et des applications qui permettent, via des petites vidéos animées, d'expliquer aux enfants le monde qui les entoure, d'expliquer des concepts scientifiques, technologiques, artistiques, mathématiques. Et donc, on a pour ambition de faire en sorte que, au-delà de la compréhension de concepts, les enfants, par la compréhension, développent un goût de l'apprentissage et soient donc au centre de leur propre construction des connaissances. Alors, dans la préparation de cette table ronde, tu m'as confié que depuis l'avènement d'Internet, je te cite là, depuis l'avènement d'Internet, nous n'avons vu que des élans de solidarité numérique. C'est même sur ce principe de solidarité numérique que nous trouvons les réponses à nos questions dans les moteurs de recherche, questions d'ordre informatique ou autres. Tu dis, sur YouTube, c'est même ce qui fonctionne le mieux après les sketchs. La solidarité numérique, c'est très factuel. Chaque internaute a pu bénéficier de l'aide d'un autre. Par contre, les contributeurs restent moins nombreux que les consommateurs. Explique-nous. J'imagine que ça a été le cas pour chacun d'entre vous sur Internet depuis le début d'Internet. Quand vous avez une question, qu'elle soit de technique ou très pratico-pratique pour, je sais pas, cuisiner, coudre un bouton, je ne sais pas quoi, vous allez chercher sur Internet et vous allez systématiquement avoir une réponse. Alors après, elle va être plus ou moins juste par rapport à ce que vous recherchez exactement, mais il y a toujours quelqu'un qui a répondu à votre question. Non ? Non, direct non. Bon. Et c'est ça, la solidarité numérique. Donc ça, c'est une forme de solidarité numérique, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a contribué à un moment donné sur la question que je suis en train de poser. Mais j'ai bien posé la question, est-ce que c'est ça la solidarité numérique? Tu dis oui. Est-ce aussi la fraternité numérique? C'est une manière... Pour moi, oui, c'est une forme de fraternité dans la mesure où quelqu'un a déjà répondu à cette question, a déjà posté sur le sujet, sans savoir qui en face allait poser la question et allait se servir de ce contenu-là, sans aucune frontière, sur aucun critère. La personne a posté très gentiment, d'une manière bienveillante finalement, ces informations, sans imaginer qui derrière allait chercher cette information-là, et l'utiliser, et après peut-être s'en resservir et faire avancer le sujet. Alors, la pratique de ces nouveaux usages laisse imaginer que le monde numérique contribue donc également
à l'émergence d'une nouvelle cité numérique, virtuelle et surtout distincte du monde réel. Alors justement... C'est vraiment distinct du monde réel? Non, enfin, justement, c'est là que je pense qu'on a un modèle à inventer, et c'est le passage à l'échelle de... Je suis derrière mon ordinateur, finalement on est complètement décomplexé, on va répondre à des centaines de questions, et puis finalement quand on est dans le monde réel, on a encore beaucoup de mal à se parler. Alors, dans tous les... Enfin, on a des exemples tous les jours. Dans les transports en commun, les gens tweetent les uns avec les autres, s'envoient des messages, des textos, etc. Mais dans les transports en commun, par exemple, personne ne se dit bonjour, est-ce que tu as passé une bonne journée, est-ce que tout va bien? Non. Dans le réel, on reste quand même sur une espèce de complexe qu'on n'a pas derrière l'écran. Donc je pense que ce modèle-là, de solidarité réelle, il reste à inventer. On ne peut donc pas créer de véritable inclusion sociale autour du développement des usages? Alors si, justement, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse. Justement, c'est à inventer, c'est à faire. Et quelque part, ça devrait être dans notre mission de citoyen. On a des droits et des devoirs. Et en tant que citoyen, on devrait aussi avoir le devoir, par rapport à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a envie de faire, d'aller vers d'autres qui ont besoin de ces ressources-là et de les aider. Donc typiquement, je prenais l'exemple, quand on a préparé cette table ronde, par exemple, je sais aller chercher des informations sur Internet, je sais communiquer sur ce que je fais. Dans ces cas-là, mon devoir, c'est d'aller vers quelqu'un qui a besoin d'un emploi, par exemple, et de l'aider dans sa recherche. Jean-François Coche, tu es docteur en sciences de l'information, consultant formateur en usage innovant. On te connaît bien avec le site Secouer le cours. Moi, je te connais surtout pour moi, Jean-François Coche, c'est la bidouille. Pardonne-moi. En fait, tu as animé un atelier des bidouilles numériques au comptoir d'innovation des boussoles du numérique à Senan l'année dernière. Il a fait sensation qu'il se souvient des bananes musicales. Alors, même question. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Jennifer? Oui, je me donnerais peut-être certaines choses parce que pour moi, le réel et le virtuel sont complètement imbriqués. Justement, je parlais de bidouille, on a parlé de Fab Lab, j'ai bien aimé qu'on ait ces termes-là parce que, pour l'anecdote, hier après-midi, je faisais faire de la soudure à des gamines de 8 ans pour fabriquer un mini synthétiseur à partir de cartes de Noël musicales. Donc on était en plein dans justement le partage de connaissances, une fraternité numérique, avec aussi ce qui est intéressant, c'est que les enfants finissent par s'expliquer. Au bout d'un moment, je finis par disparaître et ils s'expliquent les uns aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc on est vraiment là-dedans. Ce côté fraternité, mais je retrouve après sur le net, que je retrouve dans les Fab Labs, c'est-à-dire il ne faudrait pas non plus que les Fab Labs soient limités au rôle de l'impression 3D. C'est pas que ça, c'est des espaces communautaires, c'est des gens qui se rencontrent. On est en train de créer un makerspace à Lille qui regroupe pas mal de matériel. Et tous les jeudis, c'est le moment communautaire, on se retrouve autour d'un projet. Et je pense que c'est ça, on va chercher les connaissances vers des communautés. Donc c'est ça, il faut arriver à créer de la partie numérique, cet engouement, se poser la question aussi des fois pourquoi est-ce qu'on répond, je me posais la question quand je bossais bénévolement pour Framasoft, et de me dire pourquoi est-ce que je passe autant d'heures sur les forums pour répondre aux questions, pour expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il y a une erreur là, etc. C'est juste cette envie d'aider, de retrouver des gens, de retrouver une communauté, et c'est ça qui est important. Et donc on peut imbriquer les deux, quoi. C'est justement le fait, au travers de ces Fab Labs, au travers d'aller vers des populations qui ne sont pas spécialement connectées, amener du numérique et faire comprendre que dans la technologie ça se partage, qu'on ne débarque pas comme des colonisateurs avec on va vous expliquer ce que c'est, vous allez voir c'est bien, et puis après on charge des usages et on crée un monde qui soit complètement horizontal. Et je pense que la fraternité numérique, elle part de là. L'horizontalité qui s'oppose à la verticalité dont on parlait aujourd'hui. Mais c'est d'abord un des moteurs de ton action. Oui, je reproduis en fait, pour moi, ce que la fraternité numérique, je l'ai vécu dès le départ, parce qu'avant Internet, mais si je prends un petit peu mon histoire, le premier ordinateur que j'ai eu, c'était un Amstrad. Donc, je faisais des copy parties, je participais à des coding parties, on se rencontrait, on allait un peu partout en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, on discutait, on se refilait des techniques. J'ai acheté un Amiga ensuite, même topo, on rencontrait plein de monde, on s'était mis à cœur à fond la caisse. Puis j'ai acheté un PC avec Windows.
Et alors? Et là, j'ai rencontré des consommateurs, des utilisateurs, plus rien, jusqu'à ce qu'un jour, on me parle du logiciel libre, de Linux. J'ai sauté le pas, j'ai effacé tout ce que j'avais sur mon ordinateur, j'ai installé une distribution Linux qui m'a mis, je crois que j'ai mis 24 heures à l'installer, parce qu'à l'époque c'était avec des disquettes, en bénéficiant des conseils de copains qui avaient déjà fait ça avant moi, et c'était reparti. Et c'est ce côté-là qui est vraiment intéressant, c'est qu'après, bon, cet esprit, toutes ces connaissances, on a envie de les partager, surtout qu'on a actuellement, et on parlait de toutes ces ressources, on a cette explosion de la connaissance. Si je me remémore quand j'étais gamin, si je voulais avoir une information, on allait voir dans l'encyclopédie papier, et si c'était pas dedans, on allait voir la bibliothèque, et si c'était pas la bibliothèque, et bien tant pis. Maintenant, je regarde un film, tiens cet acteur je l'ai déjà vu quelque part, et bien j'y vais. Et là je rencontre une forme de solidarité numérique, c'est quelqu'un qui a rempli la fiche sur Wikipédia qui a la biographie de l'acteur, ses films, etc. Voilà, toutes ces informations. Alors justement, pourquoi selon toi faut-il offrir l'accès libre à la connaissance et contribuer à la production de données libres et ouvertes? C'est ce que tu viens de dire. Et pourquoi? Est-ce au nom de la solidarité numérique ou bien au nom d'autres valeurs que tu recherches? Au nom des trois valeurs qu'on a, liberté, égalité, fraternité, parce que la connaissance nous appartient. Je pense que personne n'a le droit de s'accaparer la connaissance, surtout que les 3/4 des connaissances sont produites par des organismes publics. Donc il y a toute la logique de l'open data. Et voilà, c'est quelque chose qui est naturel normalement. Qui est pas, pourquoi est-ce qu'on a mis le copyright? C'est bon, pour des objectifs économiques, donc c'est pas forcément quelque chose de naturel à la base. On revient là-dessus avec les licences libres, avec tout ce qui est Creative Commons, etc. Donc, pour moi, c'est naturel, ça doit rester naturel. Et, c'est plus une idéologie, un mode de vie qu'une explication rationnelle.